Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous quotidien. Bienvenue en Ile-de-France. En 2025, nous allons accélérer. Accrochez vos ceintures. Alors ce n'est pas Max Verstappen qui a prononcé cette phrase, mais Anne Hidalgo à l'occasion des vœux qu'elle a prononcés lors de cette nouvelle année. La maire de la capitale a bien l'intention d'intensifier la végétalisation des espaces. Elle va même consulter les Parisiens afin de savoir si oui ou non ils sont prêts à généraliser le concept de rue-jardin. On en parle en tout début d'émission. Nous ouvrirons ensuite notre page culture avec ce seul en scène porté par une humoriste détonnante connue sous le nom de Marie Flowers. Elle s'attaque à un sujet douloureux, très lourd, les violences conjugales, mais contre toute attente, même s'il arrive, c'est vrai, que l'on soit un petit peu ému lors de ce spectacle, on rigole beaucoup. Cette comique pleine d'énergie sera notre invitée et elle sera accompagnée de son metteur en scène, Pascal Légitimus. Et enfin, nous conclurons cette émission avec votre rendez-vous par ici les sorties, porté aujourd'hui par Françoise Dargent, rédactrice en chef culture au Figaro. Aujourd'hui, nous irons au Centre Pompidou qui s'apprête à fermer ses portes pour les 5 prochaines années en raison de travaux, l'occasion de mettre en lumière l'immense artiste Suzanne Valadon qui a marqué le monde de l'art au début du XXe siècle. Allez, il est temps pour moi de vous présenter les invités qui vont m'accompagner lors de cette première partie. Luc Gras, vous êtes politologue et également l'auteur de La démocratie en péril. Bonjour, soyez le bienvenu autour de cette table. Valérie Montandon, vous êtes conseillère de Paris et élue Les Républicains du 12e arrondissement. Soyez également la bienvenue dans cette émission. Cécile Brelot, vous êtes journaliste au Figaro TV. Soyez la bienvenue, même si on passe à peu près toutes nos journées ensemble. Et enfin, Yves Cara, vous êtes avec nous à distance et vous occupez la fonction de porte-parole de Mobilité Club France. Bonjour Luc, soyez le bienvenu également dans cette émission. Alors, on va commencer justement avec les vœux qu'Anne Hidalgo a récemment prononcés face aux élus. Parmi les points importants à retenir, l'accélération de la végétalisation de la capitale. On ne change pas de méthode, a même dit la maire. Il n'est pas question d'être dans la demi-mesure lorsqu'il s'agit de protéger l'environnement. Alors, je vais vous poser une question très simple, peut-être un petit peu provoque d'ailleurs, et je m'en excuse par avance. Mais pourquoi vouloir à tout prix importer la capitale dans la ville? Enfin, je veux dire, si je veux des fleurs et des plantes, je m'excentre, n'est-ce pas? Pourquoi importer la campagne à la ville? Alors, bonne question. Oui, le concept est tout à fait louable parce qu'on est dans une ville qui est énormément dense. D'ailleurs, les ratios le montrent. En principe, l'OMS se revendique, enfin préconise qu'il y ait 10 mètres carrés d'espace vert pour chaque habitant. À Paris, on est loin du compte. On arrive plus ou moins à 4 mètres carrés par habitant, hors bois, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Cependant, c'est quand même très hypocrite parce que la ville de Paris, notamment l'équipe d'Anne Hidalgo, a passé son temps à bétoniser la ville les années précédentes et notamment à utiliser tous les espaces de respiration. Donc aujourd'hui, cette opération, c'est surtout une opération de verdissement de sa communication pour faire oublier un bilan très négatif en termes justement d'espaces verts et de végétalisation. Luc Gras, est-ce que c'est une lubie de vouloir absolument mettre des plantes, de la végétation absolument partout dans les villes actuellement? Vous savez, en politique, il y a une règle majeure, on ne change pas une méthode qui gagne. Elle a toujours fait comme ça, Madame Hidalgo, elle sait que ça rapporte des voix, elle a été réélue, donc elle continue. Et puis c'est aussi un testament, puisque c'est sa dernière année véritablement opérationnelle, et par conséquent, elle veut montrer que elle, ça a été l'élu de Paris qui a fait changer Paris, qui a rendu Paris plus vert, et donc elle est sur la même ligne. Il n'est plus temps de changer de paradigme. Yves Cara, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que cette végétalisation très intense voulue par la maire de Paris, est-ce que vous y êtes favorable? Alors, pour reprendre ce qui a été dit, c'est vrai qu'on n'a jamais autant construit dans Paris, même au-dessus du boulevard périphérique, juste après la porte de Versailles, on a un immeuble au-dessus du boulevard périphérique, ça c'est une grande première. Maintenant, un petit peu plus de végétalisation dans la ville, oui, bien sûr, on est tous d'accord, mais encore une fois, ça va être bien sûr au détriment de ceux qui ont besoin de circuler en voiture, parce que ça va être un prétexte pour encore supprimer des places de parking, certainement, et puis compliquer ceux qui ont besoin de circuler en voiture. Mais bon, moi je pense au toit des immeubles. C'est bien aussi de végétaliser les toits des immeubles. Pourquoi toujours la rue? Ce serait bien aussi de commencer par ça. Alors justement, prochaine étape dans la végétalisation de la capitale, c'est ce dont je parlais en introduction, ce sont ces fameuses rues-jardins. Anne Hidalgo en a parlé lors des vœux qu'elle a prononcés face aux élus. Je vous propose d'écouter la maire de la capitale. 23 mars prochain, d'ailleurs, les Parisiennes et les Parisiens seront de nouveau invités aux urnes pour la 3e votation citoyenne. Et en fait, la votation citoyenne, j'y reviendrai plus précisément, mais elle va porter sur la question des rues-jardins. Et ça va rejoindre quoi? Un travail et un vœu formulés par l'Assemblée citoyenne.
des citoyens tirés au sort qui portent devant les élus des propositions, lesquelles propositions sont reprises par les élus et vont pouvoir nourrir une votation citoyenne. Voilà ce que l'on pourrait appeler la démocratie en continu, si chère à Dominique Rousseau, mais si chère à notre pratique politique. Alors nous allons revenir sur cette consultation qu'Anne Hidalgo a bien l'intention d'organiser dans 2 mois, mais tout d'abord je vous propose un petit peu de resituer ce sujet dans un contexte. Quand on parle de rue Jardin, on parle de quoi très concrètement? Alors quoi de mieux que la définition de Jacques Baudrier, donc, qui est adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de la transition écologique et du bâti. Donc en 2023, il déclarait aux Parisiens, je le cite, « Vous virez toutes les bagnoles, vous piétonnisez, vous faites le maximum de verdure en mettant des arbres et des bandes de végétation plantés en pleine terre. » Donc certes, la définition est un petit peu abrupte, mais résumons ça. Techniquement, on s'inspire du modèle de rue des écoles ou dite des rues aux enfants, donc c'est-à-dire avec la piétonisation. Et ensuite, on la végétalise, donc pour aller vers ce qu'on appelle la ville jardin. Donc elles sont à la fois toutes réunies et dissociées. On a des petits soucis de définition, c'est-à-dire on peut à la fois les associer et les dissocier des rues végétalisées qui, elles, ne sont pas toujours piétonnes. Oui, Valérie Motondon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne, c'est qu'il n'y a pas de définition très claire de ces fameuses rues jardins. On ne sait pas si, oui ou non, la voiture pourra circuler dans ces espaces ou non. Tout à fait, il y a un grand flou de contours de cette définition. D'un côté, c'est comme les rues aux écoles, où là, en effet, il y a une piétonisation complète. Et puis, vous avez les élargissements de trottoirs qui ont eu lieu dans de nombreuses rues, notamment dans les programmes Embellir Paris, où là, c'est simplement le trottoir, où il y a un linéaire d'espaces végétalisés qui ont été faits, surtout en principe à la place des places de stationnement. Donc là encore, c'est vrai que le concept, il est assez flou, et c'est des contours qui ne sont toujours pas d'ailleurs définis. Nous, on regrette énormément que la date soit déjà fixée et que les contours ne soient pas définis. On l'a vu à la précédente votation, celle sur les SUV, où là encore, le concept était assez évasif et pas très clair, et finalement, on le voit, ça a abouti à une mobilisation très faible, puisqu'on a atteint péniblement les 5% d'inscrits pour cette votation. Et donc là, on a aussi l'impression que c'est encore un peu une votation au rabais, une démocratie participative au rabais, parce que les contours sont flous, parce que le sujet aussi est assez infantilisant, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Et puis, en plus, finalement, c'est quand même un concept qui a déjà été voté, Madame Hidalgo l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu un vœu en juin 2024 où les élus ont en effet adopté le concept de plus de végétalisation. Donc finalement, revenir après vers les citoyens alors que ça a été acté et en plus avec... c'est un sujet qui est quand même très consensuel. Je vois mal les Parisiens dire on veut moins de végétaux, on veut moins d'arbres et de fleurs. Donc là encore, c'est une façon finalement de détourner une consultation. Il y a des sujets majeurs qui ne sont jamais consultés, qui ne sont jamais exprimés et finalement ça biaise la démocratie participative et on sent un désintérêt des habitants. Et donc en fait c'est un mauvais signal qu'on envoie aux Parisiens. Alors justement, avant de vous donner la parole, Luc Gras, je voudrais savoir avec vous, Cécile, en France, on en trouve où exactement de ces rues jardins? Alors parce que cela se démocratise, notamment à Bordeaux, dont la rue Casse-Major est actuellement en travaux, elle, pour planter, je vous dis, 20... alors il y aurait 20 arbres, 13 bancs installés et encore 2 tables de pique-nique à Paris. Et là, on reparle de flou, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez. Pour l'instant, on sait qu'il y avait 4 rues de la capitale qui avaient été rendues piétonnes et végétales depuis 2022. Et les objectifs d'Anne Hidalgo, donc suite à son discours du 15 janvier, c'est pas moins de 120 opérations de ce type. Elle dit « Oui, je dis bien, 120 seront réalisées dans les 12 prochains mois avec des projets emblématiques comme la piétonisation de la butte de Montmartre dans le 18e. » Et il faut savoir que sur le site de la mairie de Paris, quand on va voir les espaces végétalisés, il y a ces fameuses rues jardins. Donc encore ce flou dont vous parliez. Absolument. Luc Gras, est-ce que c'est une bonne idée, ces rues jardins? On en compterait a priori 120 pour l'année qui arrive. Est-ce que ça, c'est une bonne idée? En fait, là, moi, j'ai peur d'une chose, c'est que c'est très bien de végétaliser, c'est très bien, mais il ne faudrait pas, sans jeu de mots, être hors sol. C'est-à-dire qu'en réalité, les Parisiens, comme ça a été dit précédemment, ont des vrais sujets d'inquiétude, et la démocratie participative, quoi de mieux pour quelqu'un qui a écrit un bouquin sur la démocratie en péril, évidemment que je ne peux être que pour. Mais on voit bien que la participation est assez faible, toujours les mêmes qui viennent voter, et on voit bien qu'il ne faudrait pas que Paris devienne vraiment une ville bobo, complètement coupée du reste de la France. Et notamment, je parle des transports, où les transports, il faut prendre les transports. Ce serait bien que Mme Hidalgo prenne les transports, parce que le matin, dans Paris, même pour les Parisiens, c'est insupportable. Tout est bondé, c'est anxiogène. Il y a les transports, il y a les travaux en permanence dans Paris, etc. Donc, il est sain que la première édile
de Paris réfléchissent à l'avenir végétal de Paris, mais Paris ne se réduit pas à sa floraison. Et tout ça est d'autant plus flou que ce n'est pas la même chose de végétaliser, bien évidemment, l'avenue des Champs-Élysées que de transformer en rue Jardin l'impasse des Bellefeuilles dans le 16e arrondissement. Yves Carra, est-ce qu'on connaît précisément les rues qui sont potentiellement visées par la mairie de Paris? Est-ce que vous avez cette information, par exemple? Non, pas du tout, mais je voudrais revenir sur la votation parce qu'effectivement, et ça a été dit, si on demande aux Parisiens, et il y en a très peu qui vont venir comme d'habitude sur cette votation, est-ce que vous voulez un peu plus de fleurs, un peu plus d'arbres, je ne vois pas comment on va dire non. En revanche, si on rajoute, est-ce que vous êtes prêts à assumer les conséquences des milliers de travaux, des millions dépensés et encore moins de voitures et peut-être moins de possibilités pour vos amis de venir dans Paris quand vous les invitez à déjeuner le week-end? Là, vous voyez, si on rajoute ça, ça va être un petit peu différent peut-être comme réponse. La question, a priori, Yves Carra, je pense pas. Pardon ? Je pense que la question ne sera pas posée en ces termes. Excusez-moi, ça bouge un peu. Oui, mais bien sûr. Mais évidemment, c'est pour ça. Mais vous savez, même sur la votation SUV, la question était totalement orientée, totalement biaisée. Vous savez, c'est des questions interro-négatives qui amènent toujours la même réponse. On connaît, ce sont des méthodes qu'on connaît bien dans la presse ou autre. Donc voilà, mais cette votation, encore une fois, oui, pour un peu plus de végétaux, un peu plus d'arbres, mais de quelle façon? Vous voyez, si par exemple elle disait on va recouvrir le boulevard périphérique, on va faire une ceinture verte et ça cassera cette barrière entre Paris et le reste. Ah, ça c'est pas mal, qui dirait non? Parce que ça c'est un mieux. Mais là, dire bon écoutez, on va chasser les voitures, entre parenthèses, on est bien content d'avoir l'argent des automobilistes quand ils viennent se garer quand même, ça représente plusieurs centaines de millions, mais on veut quand même les chasser, donc on va mettre des arbres à la place. Voilà. Oui, parce que chasser la voiture n'est pas forcément une bonne idée au regard du coût que ça représente. Tout à l'heure, vous me parliez des 18 € que ça peut représenter par heure en fonction de l'endroit où les automobilistes se garent. Finalement, la mairie de Paris n'a peut-être pas non plus intérêt à se débarrasser totalement de la voiture en mettant ses rues Jardin. Oui, complètement. Puis vous savez, moi, je discutais avec une personne qui m'a dit, mais enfin, c'est un scandale. C'était hier, vous voyez. Moi, j'ai une voiture électrique, j'ai fait tout bien comme il faut. Puis la dernière fois, je me suis garé, j'ai pris 18 € de l'heure. Ah ouais, mais elle fait 2 tonnes et 50 kilos, sa voiture. Donc, à plus de 2 tonnes, on estime qu'une voiture électrique, vous ne devez pas l'acheter. Voilà. Alors que vous avez le droit de circuler, que vous êtes un bon citoyen, que vous en avez besoin pour faire des longs trajets. Parce que des voitures qui sont moins chères électriques, pour faire des longs trajets, je vous attends quand même. Donc, vous voyez, attention, quand on est liberticide, on ne sait jamais où ça s'arrête, ça. Valérie Montandon, je vous propose que vous regardiez cette déclaration de David Béliard, adjoint à la mairie de Paris en charge de la transformation de l'espace public et des transports. L'objectif est de savoir si les Parisiens sont partants pour généraliser les rues Jardin pour aller vers une ville Jardin. Alors quand on lit entre les lignes, on se dit finalement que l'objectif est presque clairement affiché, c'est qu'on ne veut plus de voitures dans les rues de Paris. Oui, il y a une idéologie très forte en fait, anti-voiture et qui ne fait pas, qui ne regarde pas le cas par cas en fait, et des personnes qui ont vraiment besoin de très mobilité. Radical. Non, mais c'est très radical et c'est d'ailleurs souvent le cas. Dans le cas justement des rues Jardin, il faut voir chaque cas de façon différente. Vous avez en effet des rues aux écoles où ça a été très porteur de le faire, et puis il y a des endroits où ça complètement enclave des quartiers. Ouais. Et c'est là en fait où il faut savoir faire cette différence, d'avoir quelque chose de très proportionnel. Nous, ça fait très longtemps qu'on a demandé un plan de circulation global sur Paris afin de pouvoir justement voir les différents reports de circulation pour pouvoir arrêter la circulation là où ça peut être jugé nécessaire, mais surtout ne pas l'entraver pour pouvoir continuer à avoir certaines mobilités. On parle de la voiture, mais ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi, par exemple, les bus. Oui. Il n'y a pas très longtemps, il y a une étude qui a montré que la vitesse des bus a été diminuée de moitié par rapport à 2000. On est à peu près sur 8,6 km à l'heure. C'est rien du tout. La marche, c'est 6 km pour arriver à comparer. Donc, l'impact, en fait, de la végétalisation des rues avec une fermeture totale, c'est aussi sur l'ensemble du plan de mobilité et pas que sur la voiture, ça a des impacts sur les bus. Et on sait pourtant que les bus, ce sont les moyens de transport les plus accessibles pour toutes les personnes à mobilité réduite, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et puis aussi les poussettes. Oui. Donc il faut en effet avoir cette vision, j'allais dire générale, et puis d'un espace partagé et pas simplement de lutter contre la voiture de façon idéologique, si bien qu'on arrive à des situations en effet où tout le monde en pâtit, aussi bien les riverains que les personnes qui
qui ont besoin de se déplacer autrement que par le vélo ou par la marche. Oui, c'est vrai, Lugra, parce que lorsque effectivement on dédie finalement l'espace urbain au vélo, lorsqu'on dédie cet espace urbain par exemple à la végétation, forcément il y a moins de place pour les bus notamment, qui est aussi une forme de mobilité douce, enfin verte en tout cas, parce que quand vous prenez le bus, vous prenez pas forcément la voiture, vous êtes accompagné d'autres personnes, donc c'est pas forcément souhaitable aussi cette végétalisation à outrance et puis l'installation de ces pistes cyclables partout qui justement empiètent sur les voies de bus. Je crois qu'il serait sain de solliciter véritablement les Parisiens, et quoi de mieux qu'une élection pour cela, pour voir si on arrive à un niveau de surdose qui serait fatal pour la majorité actuelle et qui permettrait à ce moment-là à la droite de revenir ou pas. C'est vraiment la question aux citoyens de Paris. Mais on ne peut pas prendre cette question-là en dehors de la France. Parce qu'il n'y a pas Paris qui serait un jardin fleuri et le reste de la France qui prendrait le RER A ou B, etc. pour venir dans Paris. Il y a vraiment des problèmes de transport. Je prends un exemple. La fermeture des quais, des voies-sur-berge, etc. Il n'y a pas réellement d'études d'impact sur les résultats que ça. Ce serait intéressant de voir un petit peu exactement la restriction de la voiture à Paris. Est-ce que véritablement ça a été quelque chose de positif par rapport à la décarbonation? Ça, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'études précises à ce sujet. Il n'y a pas de choses claires. C'est pas clair. Parce que d'abord, c'est pas facile à faire, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Mais moi, je dirais qu'une seule solution, ce serait qu'à chaque fois qu'une initiative est prise pour réduire, par exemple, la voiture à Paris, alors il faut qu'il y ait une solution alternative qui permette aux Parisiens de se déplacer aussi facilement et dans des conditions évidemment supprimer la voiture, pourquoi pas, à condition que les Parisiens puissent toujours à chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise, ça devrait être une obligation de résultat et non pas une obligation de moyens. À chaque fois qu'une initiative est prise, il faut en face qu'il y ait une alternative qui permette aux gens de se dire c'est un changement pour un mieux. Et par exemple, il n'y a pas eu de votation sur la zone à trafic limité. Et là, par exemple, c'est un vrai sujet. Donc on voit bien qu'ils sont en train de regarder qu'est-ce qui va réussir à faire un score assez favorable, parce que il est évident qu'il y a une question, j'allais dire aussi basique, de savoir si on veut un peu plus de végétalisation dans nos rues, tout le monde va répondre oui. Et en fait, on sent en fait que c'est l'illusion de consulter, mais surtout l'art de manipuler. Ce chiffre qui sera positif, il va être pris et dévié comme un plébiscite à la politique générale d'Anne Hidalgo, alors qu'au contraire, il y a beaucoup de remarques très négatives sur tout ce qui est propreté, aménagement, sécurité, mobilité. Et donc c'est un peu pour faire gommer tout ce bilan négatif, Madame Hidalgo et son équipe vont se rattacher à ce score qui sera certainement, lui, par contre, très favorable, pour en faire un plébiscite, alors qu'au contraire, il y a beaucoup à redire. On va évoquer justement cette votation qui fait beaucoup débat. Il y en a déjà eu 2 d'organisés, ça n'a pas été de franc succès, mais on va y revenir un peu plus tard dans cet entretien, parce que pour en revenir à notre sujet qui nous intéresse, donc les rues jardins, c'est vrai que sur le papier, ça fait rêver tout le monde, vous le disiez. On est tous favorables à la végétalisation dans nos rues, on est tous favorables à davantage de plantes, à des fleurs aux couleurs très vives. Simplement, ce rêve peut vite tourner au cauchemar. Il suffit que vous regardiez par exemple les photos là qu'on va vous diffuser tout de suite à l'écran. On se rend compte finalement que malheureusement, dès lors qu'il y a un espace qui est censé être vert, tout de suite c'est vite dégradé. Vous voyez, autour de cet arbre par exemple, on voit des mégots, on voit des détritus. Là, on voit des pots de fleurs, qui sont là, qui ressemblent manifestement pas à grand chose. On voit des mauvaises herbes également. Franchement, des rues jardins c'est très bien, mais à condition de pouvoir les entretenir. Tout à fait. Lorsqu'il y a des présentations justement de projets de végétalisation dans les rues, nombreuses remarques sont sur l'entretien de ces linéaires. Je me rappelle, porte de Vincennes, les gens étaient très remontés parce qu'ils ont dit mais bien sûr qu'on est pour la végétalisation, mais les endroits ne sont pas entretenus. Vous avez parfois des herbes folles qui sont quasiment à hauteur humaine, qui ont jauni parce qu'il y a la sécheresse, et tout est laissé à l'abandon. Et le résultat, c'est lorsqu'on rajoute du délabrement au délabrement, finalement, ça crée déjà des incivilités parce que ces grands bacs deviennent en fait des poubelles à ciel ouvert. Et finalement, déjà que ce sont souvent parfois des quartiers comme dans les Maréchaux où l'urbanisme n'est pas optimal, rajouter du délabrement au délabrement crée encore plus ce sentiment d'avoir été abandonné. Donc ça, c'est le premier point. Et puis aussi, ça attire les nuisibles parce que lorsqu'il n'y a pas d'entretien, en effet, souvent les rats sont la deuxième cause, l'effet qui se coule de cette politique. Donc en effet, créer de la végétalisation, c'est bien, mais à
à condition qu'elles soient entretenues. Le gras, c'est vrai qu'on se donne bonne conscience en installant des espaces verts, mais finalement, une fois que c'est installé, ils sont complètement laissés à l'abandon. Les pouvoirs publics les abandonnent. Oui. Alors d'abord, sur les rats, vous savez que c'est la première population parisienne. Oui, absolument. Il y a plus de rats à Paris que de vous serez gentil de ne pas me regarder quand vous dites ça, s'il vous plaît. Alors, sur le fond, c'est quand même pas de la faute de Madame Hidalgo si les gens manquent de civisme. Donc c'est clair que vous avez raison aussi. On peut pas quand même dire que c'est la municipalité actuelle qui serait responsable de cela. C'est un problème, c'est que la démocratie, c'est une exigence. Et donc, il faut arrêter tout le temps de dire que ce sont les politiques. Il y a aussi de droite ou de gauche, d'ailleurs. Il y a aussi les politiques qui mettent en place des mesures de végétalisation, comme on vient de le voir. Pourquoi pas? Mais c'est aussi aux citoyens, plutôt que de passer leur temps à critiquer les hommes et les femmes politiques, de se prendre un petit peu en main et d'avoir un peu de respect. Alors, pour le reste, je ne méconnais pas que Paris est beaucoup plus sale qu'il y a quelques années. Je suis entièrement d'accord avec vous, je ne cautionne pas du tout les incivilités. Par contre, c'est vrai que lorsqu'un lieu est dégradé, ne serait-ce que parce que justement il est à l'abandon, c'est vrai que, hélas, ça incite à qu'il ne soit pas respecté. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça n'empêche pas... Mais la démocratie, d'abord, ça ne doit pas être manipulé à travers des sondages pipeaux, mais la démocratie, c'est une exigence. Et donc, à partir du moment où on est en démocratie, il faut que les citoyens aussi soient responsables. Je vous donne la parole dans une seconde, Cécile, juste parce que pour rebondir sur ce que vous disiez, le gras, sur le fait qu'effectivement, on constate des incivilités, et évidemment, là, on ne peut pas tout reprocher à Anne Hidalgo, mais je suis désolé, regardez ces pots de fleurs que l'on a vus un instant, qui sont complètement tagués. Alors, je veux bien comprendre qu'effectivement, les tags, ce soit des incivilités, parce que ce n'est pas Anne Hidalgo qui est arrivée avec sa bombe de peinture. Mais en attendant, vous voyez, ces pots de fleurs, excusez-moi, enfin là tout ce que je vais dire là est subjectif, mais c'est pas très joli quoi. Enfin excusez-moi, mais ça va forcément être dégradé quand c'est installé ainsi, planté au milieu d'une rue. Non ? Qui se charge de ça d'ailleurs ? Ça c'est une question aussi que les Parisiens peuvent se poser. C'est-à-dire que vous avez un mobilier qui est censé accueillir des fleurs comme celui-ci par exemple, que certains peuvent trouver pas très joli. Qui se charge de ça ? Est-ce que ça c'est Anne Hidalgo par exemple ? Vous avez deux sujets. Vous avez les pieds d'arbres qui étaient en fait ont été créés pour permettre aux Parisiens d'avoir un petit jardin qu'ils utilisent eux-mêmes. Mais c'est vrai que dans le cahier des charges, ça a manqué énormément par exemple d'harmonisation et on s'est retrouvé avec des pieds d'arbres qui à chaque mètre étaient différents, que ce soit dans la configuration ou dans les végétaux. Et du coup, c'est vrai que ce manque d'harmonisation a fait que c'était pas esthétique. C'est le cas d'ailleurs aussi dans les photos que vous avez montrées. Donc ça, c'est le premier point. Par contre, dans ce qui est rue Jardin, là, ce sont des linéaires, des espaces végétalisés en forme de linéaire qui doivent être entretenus par les agents de la ville. Donc c'est deux choses différentes. Les pieds d'arbres, c'était pour les habitants et c'était à leur charge de les entretenir puisqu'on leur laissait en quelque sorte un bout de jardin en bas de chez eux. Mais là encore, ça n'a pas du tout été encadré. Et ensuite, vous avez les linéaires des rues Jardin qui, là, sont censés être du ressort de la ville de Paris. Cécile Brelot. Et justement, on a accusé beaucoup Anne Hidalgo depuis cette notion de rue Jardin, de greenwashing, donc pardonnez l'anglicisme. Est-ce que vous trouvez que c'est un terme adapté dans cette politique? Oui, bon, pour moi, c'est vraiment autant on est pour la végétalisation, mais là, tout ce qui est fait autour de la votation, c'est vraiment pour verdir, et c'est ce que vous utilisez, j'aime pas trop non plus les termes anglais, mais c'est du greenwashing. C'est pour faire oublier la véritable politique qui a été la sienne et qui continue de l'être, notamment au niveau de la densification. Je vous prendrai un exemple précis dans mon arrondissement, le 12e. On nous a présenté il n'y a pas très longtemps, il y a moins de 3 semaines, un projet de végétalisation rue Vatigny. Très bien. Mais dans la rue juste parallèle, à moins de 25 mètres, vous avez la rue des Meuniers qui a été entièrement bétonisée. Il y avait un peu d'espace de respiration et un peu d'espace vert. Tout a été construit. Ils ont construit c'est une résidence qui s'appelle Meunier-Charenton. Ils ont construit une barre très dense devant déjà une barre d'immeubles, mais hyper dense. Donc là encore, vous voyez, dans une rue, il y a eu l'utilisation de toute la parcelle disponible alors qu'il y avait un véritable espace de respiration qui aurait pu être valorisé. Et 25 mètres après, on va nous dire on va détruire les places de stationnement pour mettre des linéaires de végétalisation. Donc c'est totalement hypocrite et en effet, ça a pour but de verdir en matière de communication, tout comme d'ailleurs pour faire oublier les 300 hectares d'espace vert qui soi-disant allaient être créés et ouverts aux Parisiens et pour lesquels ils n'arrivent pas à trouver de solution. Yves Carrez, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que la mairie de Paris s'adonne à une forme de greenwashing, hein, on va continuer avec ce terme anglais. Je ne sais pas, vous savez, nous on est apolitique, mais si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est vrai que ça manque d'anticipation, de planification, ça a été dit, de logique. On bétonne et après on va mettre des espaces verts. On crée tout ce qu'il faut pour empêcher les voitures de circuler et on se plaint qu'il y ait plus d'embouteillage.
Vous voyez, c'est un petit peu logique, pas logique, mais c'est pas le mieux vivre ensemble qui est présenté. Parce que, et c'est tout le fond, et c'est tout ce qui nous gêne, c'est que là, on sent bien que on va mettre des espaces verts. Bien sûr, c'est pour végétaliser, mais en fond, c'est surtout pour sortir encore plus la voiture de Paris. C'est ça qui ressort. Et la voiture, c'est un objet, mais dans l'objet, il y a des gens qui en ont besoin pour circuler. Voilà, c'est toute cette philosophie qui fait que on fait ça pour vous, mais on fait ça aussi contre eux. Et c'est pas bon pour le vivre ensemble, ça. Alors justement, cette votation qui aura lieu le 23 mars prochain fait beaucoup réagir, hein, y compris dans la classe politique. Je vous propose d'écouter Philippe Goujon, qui est le maire Les Républicains du 15e arrondissement de Paris. Si je me souviens bien, au Conseil de Paris de juillet 2024, vous pourrez vérifier, il y a un vœu qui a été voté, bien sûr à l'unanimité, pour développer des rues jardins dans la capitale, et ça a été budgété dans le budget 2025. Donc pour vous, c'est déjà fait, ça sert à rien de demander leur avis aux Parisiens et aux Parisiennes. C'est un coup de com'. Bon, voilà, c'est un coup de com'. C'est parce que la maire de Paris veut être plus écolo que les écolos. Les oppositions. On ne peut pas lui reprocher de pas ouvrir la démocratie en faisant ça. Oui, bien sûr, mais sur des questions polémiques. Tiens, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'armement des polices municipales. Pourquoi ne pose-t-on pas la question aux Parisiens? Voulez-vous une police municipale armée ou non armée? Là, c'est une question valable, avec une vraie polémique. Ah oui, c'est sûr, mais c'est pas forcément la même. Là, on parle pas de fleurs, effectivement. L'UGRA, pour vous, c'est un coup de communication, comme le prétend Philippe Goujon. C'est intéressant ce que dit Philippe Goujon, parce que, bon, plutôt que de parler de greenwashing, on pourrait parler de politique des petites fleurs. Ouais. Voilà, et la politique des petites fleurs, il y a peut-être effectivement une idée derrière politique, c'est de couper un peu l'herbe sous le pied, pour poursuivre la métaphore de David Béliard et de tout cela, pour peut-être renforcer Rémi Féraud. Vous voyez, il y a peut-être, il y a l'idée que Hidalgo, c'est la grande prêtresse de la verditude, entre guillemets, j'invente un mot, de Paris. Et c'est pas impossible. Et pourtant, c'est quand même un peu surréaliste, notre débat. Parce qu'il y a des problèmes de l'endettement à Paris qui est prégnant. Il y a le problème de la circulation au quotidien dont on a déjà parlé. La bétonisation en période de réchauffement climatique, c'est une catastrophe. Parce que pour les années qui viennent, ça réchauffe l'atmosphère. Ça veut dire qu'on part dans des logiques de bétonisation, parce qu'à chaque fois qu'il y a... Moi, je veux bien, on met 3 petites fleurs, mais souvent, c'est entouré de béton comme jamais. Il faut quand même le dire. Hein. Pas seulement à Paris, dans toute l'Île-de-France et dans toutes les grandes villes de France, on bétonne comme jamais. Il y a aussi des intérêts derrière tout ça. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression qu'à Paris, si on met trop en avant la politique des petites fleurs, on oublie d'aborder des sujets qui sont quand même importants pour les Parisiens. Oui, c'est vrai qu'il y a effectivement d'autres sujets très importants. Alors la votation qui va avoir lieu en mars prochain, ce sera la 3e. Il y en a eu 2 autres auparavant. Une votation sur les trottinettes électriques en libre service, une autre votation sur le stationnement des SUV. Là, c'en est la 3e. Est-ce que finalement ces votations-là, elles fonctionnent bien? Donc la mairie de Paris décide de les réitérer? Non, elles ne fonctionnent pas bien déjà au niveau de la mobilisation, puisque la première arrivait à peu près à 7% des inscrits et la deuxième à quasiment 5%. Ah oui, donc c'est très peu. C'est très peu par rapport à ce qu'on devrait avoir, et parce que justement les sujets, soit comme on a dit, ils étaient flous, soit en effet ils sont infantilisants, comme c'est le cas ici, même si on n'a pas encore la question bien définie, on sent bien que ça va être, êtes-vous d'accord pour végétaliser plus de rues? Donc là aussi, les Parisiens, je pense qu'ils attendent autre chose. Philippe Goujon parlait tout à l'heure de la police armée, on peut parler de la vidéoprotection aussi, tout à l'heure je citais la zone de trafic limité, là il y a de véritables enjeux et les Parisiens ne sont pas du tout sollicités. On a eu il n'y a pas très longtemps aussi les tours, alors là c'est vrai que c'est plus ou moins réglé dans le PLU, mais ça c'était de vrais sujets qui demandaient justement à ce que les Parisiens soient consultés. Donc je pense que toutes ces votations sont en effet laissées de côté, parce que les Parisiens ne sont pas dupes, soit ils ne sont pas concernés, soit ils savent déjà que c'est acté et donc pas besoin de se déplacer, et c'est comme ça après qu'on dégoûte finalement les Parisiens et plus généralement les citoyens de la politique, parce qu'ils sentent très bien qu'ils sont plutôt utilisés, comme je disais tout à l'heure, soit pour faire un plébiscite pour la politique d'Anne Hidalgo, alors qu'au contraire, il y a des sujets beaucoup plus importants. Un mot aussi peut-être, un dernier mot sur les forêts, parce qu'on parle beaucoup de forêts urbaines. Alors bon, forêt urbaine c'est peut-être un grand terme, parce qu'on n'est pas sur une jungle, là on est plus sur un bosquet, c'est plus comparable à un bosquet d'ailleurs. Voilà, on a assisté à la transformation de la place de Catalogne dans le 14e arrondissement. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres forêts urbaines ?
Alors, c'est toute la définition d'un arbre. Qu'est-ce qu'un arbre? Nous, plusieurs fois, on a demandé, parce que vous avez aussi beaucoup de communication sur les 170 000 arbres plantés, soi-disant, ou qui seront à objectif 2026 par la ville de Paris. Et en fait, nous, on parle d'arbres matures, sauf que Madame Hidalgo, elle parle de jeunes pousses. Donc, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas des arbres. La plupart, en plus, des jeunes pousses ont un taux de survie, j'allais dire, enfin, à peu près, il y a 60 à 80% qui ne survivent pas. Ouais. Donc, vous voyez bien. Ils ne sont pas dans leur espace de prédilection. Là encore, exactement. Et puis, en plus, avec les épisodes de canicule l'été, les jeunes pousses, elles ne passent pas justement la période estivale. Donc beaucoup encore de communication, que ce soit sur les jeunes pousses et les forêts urbaines, et puis aussi sur les fameux 300 hectares d'espaces verts qui seraient ouverts et créés pour les Parisiens. Là encore, ça a été un coup de communication. Et lorsqu'on a demandé, alors pas simplement mon groupe, mais vous avez aussi des instituts et des organismes très sérieux qui ont demandé, je pense notamment à la mission régionale d'autorité environnementale, qui au moment du PLU a dit mais ils sont où ces 300 hectares d'espaces verts ouverts au public, ou encore ils sont où ces 1300 hectares de terrain désimperméabilisés. Et là, la ville n'a pas été capable d'y répondre. Très vite, elle a sorti un plan avec les cimetières, par exemple, qui ont été comptabilisés comme espaces verts ouverts au public. Donc vous voyez, quand on en est à vouloir faire appel à des lieux où on repose nos défunts pour sauver justement une promesse qui aurait dû être enterrée, on est vraiment dans ce cas de figure où tout est communication pour essayer de verdir une politique qui n'en est pas. On a vu en effet, on a beaucoup parlé de cet acte, j'allais dire de la mandature précédente où beaucoup de choses ont été bétonisées. Et l'acte 2 avec le PLU actuel, c'est surtout de surélever le peu de dents creuses et d'espaces respirables. Le PLU, il est vraiment fait et fléché pour que tous les espaces de respiration soient surélevés et que finalement on arrive à la création d'îlots de chaleur. Alors c'est pas les petites bandes linéaires qui vont être créées qui vont pouvoir compenser tout ce qui a été fait ou tout ce qui continue d'être fait. Eh bien merci à tous les quatre d'avoir été dans cette première partie d'émission. C'était passionnant. On poursuit cette émission avec ce seul en scène qui va très certainement vous faire réfléchir. Merci beaucoup. Une victime, une assistante sociale, une avocate sans pitié, une femme politique, voilà en partie les personnes que Marie Flowers interprète sur scène. C'est une performance presque sportive à laquelle elle se livre dans son One Woman Show qui parle d'un sujet qui hélas résonne un peu trop souvent dans notre actualité. Bonjour Marie Flowers. Bonjour. Bonjour Pascal Légitimus. Hola, ¿qué tal? Ah bah, tal bien, je sais pas comment on répond à ça d'ailleurs. Espagnol LV25 au fond de la classe à côté du radiateur, donc je vais pas pouvoir vous répondre. Hola, ¿qué tal? Ça réchauffe plus que Guten Tag. Ah c'est vrai, vous avez raison, mais je parle allemand moi par contre. L'Ascension de Marie, c'est le seul en scène donc, que vous portez sur les planches de la scène musicale ce vendredi. Si jamais vous avez piscine ce vendredi, sachez qu'on peut se rattraper les 2 prochains vendredis aussi, les 2 semaines suivantes. Pascal Légitimus, vous êtes le metteur en scène de ce spectacle qui repose sur un thème dont on parle, c'est vrai, beaucoup trop souvent dans l'actualité, qui la violence conjugale. C'est un sujet douloureux, pesant. Dans ces conditions, on se dit qu'on va passer un moment assez lourd sur le plan émotionnel, non ? Alors, c'est un sujet grave, mais l'idée, c'est de ressortir, revigorer, revitaliser. Je voudrais donner des clés justement pour se reconstruire. C'est un parcours de reconstruction. C'est un parcours de régénération. Donc avec beaucoup d'humour, le sujet est traité avec beaucoup d'humour. C'est pour ça que j'ai choisi Pascal c'est moi. Légitimus. Bon, aussi, parce qu'effectivement, il n'a pas beaucoup de travail en ce moment et il a besoin de payer ses impôts. Vous êtes un peu son Pôle emploi. Voilà, c'est ça. Ah, salut Paul. Et donc, je voulais effectivement, d'abord parce que je crois au rire comme thérapie. Je crois, je crois à la force de l'humour. Je voulais toucher aussi le plus grand nombre sur ce sujet qui est très important pour moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. C'est énorme. Et depuis 2025, c'est tous les 2 jours. Tous les 2 jours. Vous vous rendez compte, après toutes ces campagnes de prévention, toutes ces campagnes de communication du gouvernement, au final, on se rend compte que le chiffre s'aggrave. Exactement. Donc ce spectacle-là est utile et nécessaire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis engagé dans cette énergie-là, parce que plutôt que moi d'être parrain de plein d'associations féminines ou masculines dans tous les domaines, j'estime que le spectacle est un bon moyen pour... effectivement dire les choses. Nous, les inconnus, on l'a fait avec beaucoup de thèmes.
Et c'est un des rares thèmes que j'avais jamais abordé. C'est une forme d'engagement, ça, pour vous aussi? Ben oui, parce qu'à un moment donné, c'est bien d'être utile sur Terre. Quand on meurt, bon, c'est quoi, j'ai fait quoi de ma vie? Là, on laisse des traces qui font avancer un peu le schmilblick. Mais franchement, vous êtes assez courageux, tous les deux, parce que finalement, il y a des thèmes aujourd'hui, on le sait en 2025, qui sont assez périlleux, sur lesquels il faut éviter de s'aventurer quand on est humoriste. La politique, les religions, les femmes, le sexisme, etc. Vous êtes en plein dedans, quoi. Oui, et en plus, la parole s'est libérée sur l'inceste, sur les violences sexuelles, mais pas encore sur la violence conjugale. Et c'était important pour moi de faire un spectacle, une œuvre artistique là-dessus, pour aller encore plus loin. Oui. Est-ce que ça existe des femmes qui battent leurs hommes? Ça existe, bien sûr. Est-ce que tu en parles dans ton spectacle? J'en parle un peu. Je dis, la star dit qu'il y a effectivement des femmes qui détruisent aussi leur mari. Oui, et ça arrive. Mais oui, ça sent le vécu, ça. S'il passe du coup de foudre au coup de boule, oui, dans les deux sens. Mais comment cette rencontre entre vous deux s'est-elle faite? Alors, vous êtes rencontrés comment? Alors, en fait, je ne l'ai jamais rencontrée. Ouais. Ah oui, d'accord. Non, en fait, je la connais, elle avait 19 ans, elle faisait partie d'une école dans le sud de la France. Moi, j'ai fait des masterclass un peu partout, j'ai donné des cours dans des écoles de cinéma et de théâtre. Et c'est lors de cette rencontre qu'on a discuté, et puis on s'est retrouvés par la suite, ponctuellement. Et puis j'ai vu qu'elle montait en puissance, parce qu'elle a écrit 2-3 spectacles avant moi. Oui, vous en avez écrit 2, je crois, me semble-t-il, c'est ça. Et puis un jour, elle m'a dit, allô Pascal, j'ai besoin d'aide, parce que j'ai un sujet qui est un peu lourd. Est-ce que tu pourrais avoir un œil extérieur, m'aider à formater tout ça? J'ai dit, j'ai lu, j'ai fait, ouais. C'est intéressant parce que, voilà, il y a du fond. Ouais. Et de quelle manière vous a-t-il aidé, Pascal? Alors, attention à ce que tu dis. Alors, moi, je viens vraiment du théâtre public, c'est-à-dire, donc c'est une école nationale dont Pascal parle, comme le Conservatoire, la Rue Blanche, le TNS, donc c'est des concours. Et après, on travaille 6 semaines avec un metteur en scène, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Et donc, c'est des théâtres à la fois classiques et contemporains, et en même temps, on va pas beaucoup vraiment dans l'humour. Et moi, j'avais vraiment envie, justement, d'aller dans cette zone-là depuis longtemps. Quand je jouais aux Amandiers avec Jean-Pierre Vincent sur les pièces de guerre d'Édouard Bond, c'était costaud, c'était comment être humain dans un monde inhumain, c'était fort. Et en même temps, j'étais ouvreuse au caveau de la République, j'avais 20 ans, c'était magique d'entendre les gens rire. Et je me suis dit, j'ai pris la décision un soir de faire ça. Et donc, petit à petit, j'y suis allée. J'ai fait un seul en scène qui a ouvert la Maison des Métallos, dont j'étais artiste associée pendant 5 ans. Tu réponds pas à la question. Et ensuite, attention, je vais répondre. Il fait mon travail. Hein. Et ensuite, je suis allée vraiment dans l'humour avec mon précédent spectacle, puisqu'il a démarré au Jamel Comedy Club et au Festival de Juste pour Rire à Montréal, et dans la même salle dans laquelle je joue, qui n'est pas la scène musicale, comme vous avez dit, mais la scène parisienne. J'ai dit la scène musicale. C'est pas grave. C'est pas grave. La scène parisienne. Et là, je le prolonge donc à la Divine Comédie. Et donc, j'ai choisi Pascal parce que je savais que l'axe de la comédie serait maintenu parce que c'est son créneau. Et que moi, sinon, j'allais faire au théâtre public, on veut proposer des œuvres artistiques différentes, nouvelles. C'est passionnant, j'adore ça, mais le rire est fondamental pour moi. Et aujourd'hui, j'aimerais conjuguer les deux. Donc, tu as appelé un professionnel de l'humour, entre autres de la comédie. Exactement. Donc, au départ, c'était un spectacle, puis moi, je l'ai formaté, je l'ai dirigé, et puis après, il y a des personnages très très forts, donc il faut affiner tout ça, puis voilà. Alors justement, je le disais tout à l'heure, vous interprétez de nombreux personnages dans ce one-man show. J'en ai compté à peu près une dizaine, me semble-t-il. Il y en a 8, plus le personnage qui s'appelle Marie Torgnol. Voilà, c'est ça, qu'on voit plutôt vers la fin. Exactement. Donc il y en a 9. Voilà, alors du coup, je vous propose que l'on regarde un petit extrait quand même de ce spectacle, ce moment où vous vous glissez dans la peau d'une assistante sociale un petit peu sadique. Regardez. Ah, c'est cet extrait. Bienvenue chez Suicide & Co, le suicide qu'il vous faut. Donc, pour commencer, nous avons les lames de rasoir. Gilet de suicide, 3 lames. La première coupe l'épiderme, la deuxième le derme et la troisième la veine. Mais j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de veine. Ce sont les chaises pour la pendaison. Oui, le fauteuil Louis XV, plus moelleux, plus élégant. Parfait pour une pendaison de crémaillère. Quand on regarde ça, on se dit que c'est incroyablement cynique quand même. Mais oui, mais on fait pareil avec du bonheur. C'est un drame, mais c'est ça qui est intéressant. En fait, j'avais aussi envie de parler. Donc, c'est vraiment un parcours de reconstruction. Donc, le triangle de Karpman dit qu'à l'intérieur de nous, donc c'est un modèle d'analyse comportementale qui dit qu'on a à l'intérieur de nous des parties bourreaux qui nous taclent, qui sont exigeantes, qui sont dures, souvent pour
pour le meilleur, mais qui sont durs. Les parties victimes, donc ce sont les parties qui souffrent, qui pleurent, enfin qui souffrent, mais qui parfois pleurent, chouinent. Les Français sont des spécialistes. Oui, exactement. On sait s'y faire. Et qui se plaignent ou pas d'ailleurs, mais bon. Et ensuite, il y a les parties sauveurs, les parties sauveuses qui veulent nous sauver, sauver la planète. Sauver les hommes des limbes du néant. C'est la structure du spectacle. C'est la structure du spectacle. Et donc Marie Torgnol nous invite le spectateur dans son salon de la guérison intérieure. Et donc, on passe des parties donc bourreaux qui font la victime à une renaissance comme ça. Et après, il y a 3 parties sauveurs à la fin. Donc c'est très intellectuel, tout ça. C'est pas drôle, en fait. Ah, mais c'est vrai que c'est drôle, mais c'est un spectacle, comme les gens le disent beaucoup d'ailleurs en retour sur les critiques sur les sites. C'est que ça fait réfléchir, ça fait rire beaucoup. L'objectif, c'est vraiment de rire. Et en même temps, si ça peut donner un peu de conscience et que ça résonne, que les gens se disent, il y a une très belle critique d'une personne qui a dit « J'ai adoré les 8 personnages et surtout, à la fin du spectacle, je me suis retrouvée avec moi-même, le nouveau personnage qui a émergé après la pièce et je me suis dit, tiens, et moi je suis où? Il y a quoi à l'intérieur de moi? C'est 10 fois plus efficace, je trouve, qu'une campagne de communication du gouvernement sur les violences conjugales. Je trouve que c'est beaucoup plus frappant. Vous, quel est le personnage qui vous a le plus... C'est le cas de le dire. Ah oui, c'est le plus... Désolé pour le jeu de mots, c'était pas fait exprès. C'est un coup de poing. Oui, exactement. Il y en a beaucoup d'ailleurs, c'est presque poétique d'ailleurs. On pourrait dire beaucoup de choses sur ce spectacle. Quel est le personnage qui vous frappe le plus qui vous frappe, pardon, excusez-moi, je vais arrêter avec ce verbe. Qui vous émeut le plus. Oui, mais qui frappe, vous êtes dans la thématique. Qui vous bouleverse, on va dire. Je les aime tous, mais il y en a à qui j'ai plus d'affinité, on va dire, c'est la personne qui a une boutique du suicide. Parce que c'est du second degré, qui propose comment aborder le meilleur suicide pour les... Et c'est celle qu'on vient de voir dans l'extrait, en fait. Donc c'est de l'humour noir. Donc, oui, petite blague de temps en temps. Ça fait pas de mal. C'est de l'humour noir, mais je trouve que c'est le cœur pour moi du sujet. Parce que le personnage est cynique, mais ce qu'elle raconte est drôle. Voilà. Est-ce que ces personnages-là existent dans la réalité? Vous les avez déjà croisés? Certainement. Oui, bien sûr. C'est pour ça que les gens, notamment l'avocate qui est... d'ailleurs, je dis des phrases utilisées par les avocates contre Madame Pellicot. Oui. Et je les transpose sur les violences sexuelles, je les transpose sur la violence conjugale. Par exemple, elle dit... Il y a une avocate qui a dit au tribunal, il y a viol et viol. Et moi, je dirais, il y a coup et coup. Donc ça veut complètement rien dire, c'est-à-dire que c'est absurde, on est dans un argumentaire... Et c'est vrai que l'écriture, elle est quand même très très forte dans ce spectacle, et je me permets de le souligner parce que, alors effectivement, il y a énormément de jeux de mots, mais il y a aussi beaucoup de rimes, par exemple. Je me souviens aussi ce personnage que vous interprétez, qui est une femme politique en réalité, et qui fait cet anaphore, comme François Hollande d'ailleurs, moi présidente, c'est très fort ce moment-là. Oui, il y a beaucoup de rimes, d'abord parce que j'adore jouer du classique, j'adore jouer Racine, j'adore jouer... Vraiment, j'adore les rimes, et donc c'était important pour moi qu'il y a 2 passages du spectacle. Il y en a un, on a repris un poème de Victor Hugo. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon co-auteur Jonathan Alouche. Et Victor Hugo. Ah oui, Victor Hugo, quand même. Que j'ai joué aussi parce que j'ai joué La Reine d'Espagne dans Ruy Blas de Victor Hugo, donc mis en scène par William Mesguich. Ça se joue quand, ce spectacle? Là, tu parles, mais les gens, tu joues combien? Il faut le dire à un moment donné. Tu joues quand? Donc... La formation majeure. Il vous déstabilise. Donc là, maintenant, il ne reste plus que 3 dates à la Divine Comédie. Les vendredis à 21h15. Voilà. Donc vendredi ce soir. Ce soir, très clairement. Vendredi. À quelle heure? Vendredi 17 à 21h15, vendredi prochain le 24 janvier et vendredi 31 janvier, c'est ma dernière, il reste 3 dates. Il reste 3 dates, absolument. À la Divine Comédie, je me permets de le rappeler. Merci à tous les deux d'avoir été autour de cette table, c'était un plaisir. Merci. Donc l'ascension de Maria, ça s'intitule ce One Woman Show, et c'est donc sur les 3 prochaines dates, les 3 prochains vendredis, c'est pas compliqué à se jouer plus tard après, donc il faut regarder sur son Instagram. Exactement. Tous les jeunes. C'est ça, et juste une chose, Marie Tonique, à la fin, elle donne plein de conseils pour prendre soin de soi, pour s'aimer, avec plein de tips. Et ça, c'est important, puisque c'est un spectacle qui fait du bien. Voir le spectacle. Venez voir le spectacle. N'en dites pas trop. Non, parce qu'on a montré les images. Ne divulgachez pas tout, s'il vous plaît. Allez, on poursuit cette émission avec Par ici les sorties. Merci à vous deux.
Allez, c'est parti, on va essayer de vous donner des idées. Si vous n'avez absolument aucun plan pour ce week-end, si vous ne savez pas où aller, eh bien Françoise Dargent est là pour vous sauver. Bonjour Françoise. Bonjour Damien. Vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. Cette semaine, vous avez choisi, comme je disais tout à l'heure en introduction, de nous parler de cette exposition qui vient juste de commencer. Alors, il s'agit d'une rétrospective consacrée à Suzanne Valadon au Centre Pompidou qui va fermer cette année pour une grande campagne de travaux. C'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument se précipiter pour aller voir cette expo. Oui, alors oui, parce que comme vous le savez, le Centre Pompidou, notre célèbre Beaubourg, va fermer ses portes pendant 5 ans. Donc 5 ans, c'est assez long. Donc c'est une des dernières occasions de prendre la chenille et de monter jusqu'au 6e étage, puisque Suzanne Valadon occupe tous les espaces d'exposition de ce 6e étage. Et donc c'est la dernière grande rétrospective, on peut dire, avant fermeture. Le centre fermera vers le mois de septembre. Et on découvre donc une mise en avant d'une femme. Bon, c'est bien qu'une femme ferme le banc parce qu'on les redécouvre, enfin on les met plus en valeur aujourd'hui. Et en plus, c'est une exposition qui a eu déjà lieu au Centre Pompidou-Metz, mais qui est ici augmentée, on va dire, de nouveaux prêts d'institutions privées, de collectionneurs. Donc c'est l'occasion de découvrir le parcours de cette femme autodidacte assez singulière et de sa galaxie de connaissances, un milieu artistique bohème. Et on peut voir donc ces tableaux, mais on peut voir aussi ceux on peut voir un Renoir, un Puvis de Chavannes, Toulouse-Lautrec, Marie-Laurent Rancin. Donc c'est vraiment une ambiance. Donc c'est une autre des raisons pour lesquelles il faut aller voir cette exposition. Alors vous nous présentez Suzanne Valadon comme une artiste autodidacte, mais qui était-elle véritablement? Alors Suzanne Valadon s'appelait en fait Marie-Clémentine Valadon, et c'est une petite Parisienne issue du milieu populaire. Et dès l'âge de 14 ans, en fait, elle va servir de modèle aux grands peintres. Et donc pour cela, elle va place du Tertre, et c'était le marché aux modèles. Et donc les modèles allaient là-bas pour essayer d'attirer les peintres. Et donc elle pose comme ça pour Renoir, elle pose pour différents peintres, et pour Puvis de Chavannes. Et elle parle avec ces peintres pendant qu'elle pose. Et elle devient aussi l'amie et la maîtresse de Toulouse-Lautrec. Ils ont le même âge, là, pour le coup. Et c'est Toulouse-Lautrec, d'ailleurs, qui lui dit d'adopter le prénom de Suzanne, qui pour lui convient mieux, parce que c'est une référence à la Suzanne biblique, qui est toujours entourée de vieillards. Et elle, comme elle est modèle, elle est souvent entourée de vieux peintres. Donc il lui dit que Suzanne lui ira beaucoup mieux. Donc va pour Suzanne Valadon, et c'est devenu effectivement le nom sous lequel on la connaît. Et en fait, cette Suzanne... Il montre des dessins, ces dessins qu'on voit de son fils, parce qu'elle c'est aussi une mère célibataire, donc difficile, c'est un parcours quand même assez difficile. Il les montre à Degas, Toulouse-Lautrec les montre à Degas qui dit tiens, c'est intéressant. Elle va les montrer au maître qui lui dit vous faites partie des nôtres, donc ça c'est un peu le sésame ouvre-toi, et là elle se lance dans la peinture. On la reconnaît à son trait, on le voit, ses caractéristiques, les contours très marqués, on le voit sur les images, les contours très marqués, les contre-plongées, les peaux nacrées. Donc elle trouve son style, et c'est vrai que cette exposition le montre vraiment. Et c'est vrai que ce qui frappe dans cette exposition finalement, c'est le nombre de portraits de femmes, et parfois ce sont des grands formats. Oui, alors tout à fait. C'est un peu ses morceaux de bravoure. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez séduisant. D'emblée, on a ces grands portraits, ces femmes qui posent sur des canapés fleuris, dans des intérieurs, sur une peau de panthère par exemple. Donc c'est assez, d'emblée, on est assez séduit. Elle les peint elle a beaucoup de nus, c'était un peu sa spécialité. Ouais, on s'en rend compte effectivement à travers les images qui défilent. Ouais. Voilà, beaucoup de nus, beaucoup de femmes nues. Elle peint ses proches, elle peint sa famille. Et elle saisit un peu... l'affiche est assez symptomatique. On voit cette femme qui est assez actuelle, finalement, dans une pose assez actuelle, qui fume, qui a une sorte de pantalon de pyjama, en débardeur. Qui s'assume à 100%, dans son plus simple appareil. Voilà, qui s'assume à 100%. Alors, on a souvent dit de Suzanne Valadon qu'elle avait accès, justement, en étant femme, à une forme d'intimité... mais c'est vrai qu'elle montre les femmes comme les peintres hommes ne les montraient pas à l'époque, peut-être un peu plus naturelles, un peu plus comme elles le sont dans leur salle de bain ou de leurs intérieurs. Donc voilà, c'est assez... c'est des morceaux de bravoure. Et puis il faut que je vous parle de Maurice, qui est son fils, Maurice Utrio. Ouais. Le petit Maurice qui lui a servi un petit peu de porte d'entrée dans le monde artistique, puisqu'elle le dessinait quand il était enfant, qui a sombré dans l'alcoolisme enfant, en fait. Donc c'est assez triste. Ah oui, c'est jeune. Et qui était à la fois son Maurice chéri, et c'est un peu sa croix, puisqu'elle a dû s'en occuper. Il est lui-même devenu artiste, peignant, donc c'était vraiment une famille, et elle s'imposait comme le chef de famille. Donc on la redécouvre, on découvre aussi une femme qui a
était assez exposée à l'époque, quand même, qui n'a pas été complètement oubliée, pas du tout d'ailleurs, elle était plutôt reconnue. Une femme aussi qui pour la première fois, peint un sexe d'homme, ce qui est, voilà, on le voit dans ce tableau qu'on peut voir Adam et Ève, où elle se représente avec son mari. Et à l'origine, il n'y avait pas de feuille de vigne sur le sexe d'Adam. Il a été rajouté pour que le tableau puisse être exposé aux salons officiels. Alors, autre ambiance, rien à voir. On va quitter Montmartre et sa bohème pour Tokyo grâce à une exposition à la Maison de la Culture du Japon qui présente de rares estampes de la ville en pleine transformation. Alors, pourquoi avez-vous choisi de nous parler de cette expo cette fois-ci ? Alors déjà, j'aime beaucoup le lieu, la Maison de la Culture du Japon. Alors après, les foules de Beaubourg ou les foules des grands musées, c'est vraiment agréable de se retrouver dans cet endroit qui est un peu zen, japonais, qui présente souvent des choses liées à l'artisanat japonais, de l'ikebana, le thé, enfin bon, bref, c'est un endroit assez où il y a beaucoup d'activités. Et les expositions, ils sont toujours assez intéressants parce qu'ils mettent en valeur les arts japonais. Et donc là, c'est de l'estampe, c'est très beau. On a souvent en tête les estampes, les Okuzai, Hiroshige, les grands maîtres de l'estampe japonaise, qui sont un peu les Michel-Ange de l'estampe. Et là, on est plus près de nous, puisque ce sont des estampes consacrées à la ville de Tokyo entre 1920 et 1950, en fait. Et pourquoi Tokyo ? Alors Tokyo, parce que justement, Tokyo a été victime en 1923 d'un tremblement de terre qui a ravagé 40% de la ville. Donc ça a été assez dramatique. Et de là, la ville s'est complètement reconstruite. Et les peintres et dessinateurs à l'époque chroniquent ces transformations. Donc on peut voir, comme sur cette estampe par exemple, on reconnaît un peu la beauté de l'estampe japonaise avec les motifs, l'ombrelle, le temple. Mais c'est Tokyo qui se transforme. Et il y a ce courant d'estampes nouvelles ou d'estampes créatrices. Ça change, on voit des choses plus, on va dire, peut-être pas plus occidentales, mais en tout cas qui changent des motifs traditionnels. Donc, par exemple, cette belle estampe du pont au lever de soleil. C'est très joli, c'est vrai. Voilà, on est loin de l'estampe qui fait dans le jardin de thé. Et c'est vraiment donc des choses très belles, où l'atmosphère est bien rendue. Et ces dessinateurs dessinent aussi dessinent les ponts, mais aussi les usines, les gazomètres. Ils montrent la société japonaise qui change aussi. Il y a une classe moyenne qui bien sûr, est de plus en plus apparente. Les femmes ont encore leur kimono, mais certaines sont des modern girls, des moga, donc elles s'habillent à l'occidental, elles se coiffent à la garçonne. Les Japonais découvrent le baseball, on le voit sur cette estampe. Le premier stade de baseball est construit à Tokyo. Donc c'est toute une société aussi de loisirs qui se met en place. Ils vont dans des bars et toutes ces estampes montrent cela, à la fois la ville qui change et la société qui change. Donc moi je trouve ça, ça m'a intéressé parce qu'on a moins l'habitude de les voir et dans cet endroit. Et en plus il faut se dépêcher parce que c'est jusqu'au 1er février. Ah, c'est jusqu'au 1er février. Ah oui, effectivement. Il va falloir acheter vite. C'est la fin. Valadon ça commence, mais Tokyo ça se termine. Donc voilà. Alors en priorité, il faut aller voir Tokyo et puis peut-être Suzanne Valadon après. Mais pareil, il va falloir faire vite parce qu'après ça ferme. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais Suzanne Valadon c'est jusqu'à fin mai, donc on a le temps. Ça vient juste de commencer. Bon, il y a le temps. On pourra attendre les prochaines vacances. Merci beaucoup Françoise Dargeant. Merci d'avoir été sur ce plateau pour nous donner tous vos conseils. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef culture au Figaro. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Victoire Sicora aux commandes de Bienvenue en Ile-de-France. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine consacré à la région Ile-de-France. Bon week-end à toutes et à tous sur le Figaro TV.